Bonjour, bienvenue sur la chaîne Objectif Dev App qui est dédiée donc à l'optimisation des connaissances informatiques au travers d'illustrations notamment. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de JavaScript. Je vous avais promis de traiter de ce sujet. J'ai mis un petit peu plus de temps que je ne le pensais parce qu'il m'a fallu comprendre des notions et notamment celle de l'exécution du code. Donc j'ai décidé de vous en parler parce que ça a été un morceau assez compliqué pour moi et je pense que ça peut vous éclairer également. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on crée du code? La première chose, c'est qu'on a notre HTML et CSS qui va être donc analysé, interprété, exécuté en premier et on va créer ce qu'on appelle le DOM. En second lieu, donc, on aura l'analyse, l'interprétation, l'exécution du JavaScript qui permettra donc des actions sur le DOM. Donc on est d'accord qu'on a besoin du DOM pour pouvoir agir dessus. C'est la raison pour laquelle on a une exécution du HTML et du CSS en premier lieu. Tout ceci, je le traite dans une vidéo qui s'appelle Document Object Model. Je vous ajouterai le lien dans la description. Alors, on va définir un petit peu comment ça se produit, tout ça, ce processus d'exécution. Donc, on a, en premier lieu, on le cite et ensuite on l'explique. Donc, création d'un contexte d'exécution global, d'un objet global, que l'on peut appeler dans le code avec this, et la création d'une pile. Tout ça, je vais vous l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a la création d'un thread, donc qui est un fil d'exécution. D'autres langages peuvent en avoir plusieurs et vous verrez que ça n'est pas anodin. On a ensuite l'exécution de chaque fonction avec ses variables qui sont contenues dans le code et qui ont été stockées en mémoire. On a un sens d'exécution, c'est-à-dire je prends de la première instruction à la dernière, c'est comme ça que s'exécute mon code. Pour chaque fonction, on aura la création d'un nouveau contexte d'exécution qui n'a rien à voir avec le premier. Le premier reste là jusqu'au bout de votre code, les contextes d'exécution global. Et on créera un contexte d'exécution pour chaque fonction qui se terminera à chaque fermeture, à chaque fin de fonction. On a également une création de la pile, c'est-à-dire en fait on ajoute une feuille, on va dire ça comme ça. On va dire que chaque fois que je crée une fonction, c'est comme si j'écrivais son nom sur une feuille et je l'ajoute sur la première pile qui était celle du contexte d'exécution globale. Et le processus recommence pour chaque nouvelle fonction. Alors on le voit un peu plus dans le détail. Là, je vous ai illustré le processus. Donc j'ai une mémoire virtuelle qui se partage entre tous les threads. J'ai le fameux fil d'exécution plutôt, qui prend de la première instruction, donc la première fonction à la dernière. À chaque fois, on ajoute, pour chaque instruction, on ajoute une feuille sur la pile. Si on rajoute le premier élément qui est le code, donc on avance un petit peu plus à chaque fois, donc j'ai mon code, il est analysé, interprété, il s'exécute dans le fil d'instruction, dans le fil d'exécution, avec la création d'une nouvelle pile. Et là, je fais un aparté sur le callback. Le callback, c'est une notion purement JavaScript, enfin du moins avec mes connaissances, j'ai la sensation que c'est uniquement du JavaScript. Et en fait, on comprend mieux, on a un unique thread, là où d'autres langages en ont plusieurs. En un mot, à quoi ça sert? Imaginons que j'ai une fonction ici et qu'elle veuille faire, appel à une fonction qui se trouve ici. Et comme je suis dans un thread qui va que de haut en bas, je ne peux pas agir comme ça. Eh bien, le callback a été créé justement pour aller récupérer cette fameuse fonction 1, et ça, on le verra plus tard. Donc un seul thread toujours, cette fois-ci on implique le navigateur, j'ai mon code JavaScript avec ses fonctions et ses variables qui sont stockées dans la mémoire. Le navigateur peut donc agir pour aller les récupérer. On crée le contexte d'exécution global, donc je rappelle que ce contexte d'exécution global crée un objet global que l'on appelle this et une pile, et qu'il est valable tout le long jusqu'à la fin de notre code. Il contient toutes nos fonctions. Et ensuite, chaque fonction, donc ça on vient de l'expliquer, je passe donc au deuxième étage, chaque fonction et ses variables, disons pour chaque fonction et ses variables, on va avoir un nouveau contexte d'exécution qui va se créer. On va ajouter son nom sur une feuille, on va l'ajouter sur la pile. À la fin de la fonction, sa feuille est détruite, il reste donc celle du contexte global d'exécution qui restera jusqu'à la fin du code. Et là, je le rematérialise. Je vous l'isole pour que vous le compreniez mieux. Donc,
fonction et ses variables, contexte d'exécution, ajout sur la pile, fin de fonction, destruction de la feuille sur la pile. Il me reste donc celle du contexte d'exécution globale. Si ce début de vidéo vous intéresse et qu'il vous apporte du contenu intéressant, merci d'ajouter un pouce bleu et surtout de vous abonner, ça m'aide à faire vivre ma chaîne. Alors voilà le code en lui-même. Donc j'ai créé un HTML, j'ai créé un fichier externe qui s'appelle sixproject.js et qui est contenu donc dans un répertoire JS. La création de ce fichier génère un contexte d'exécution globale. Vous voyez que vous n'avez même pas à le coder en fait. Il se crée automatiquement dès lors que je crée mon fichier. Et on le voit, si j'appelle un console log avec this, on voit très bien qu'il m'ouvre ce fameux contexte d'exécution globale. Pour information, l'objet, le this, est égal à la fenêtre window du navigateur. Donc vous pourriez très bien utiliser aussi window pour coder et appeler ce contexte d'exécution globale. Alors, le premier code, donc là on est dans le fichier JS. Dans le fichier JS, j'ai en fait fait des console logs pour déterminer chaque étape du process. Donc en premier lieu, j'ai mon contexte d'exécution globale qui s'est créé dès que j'ai créé mon fichier JS. Et là, j'explique. Je dis qu'en fait, j'ai mon contexte d'exécution globale que je vais appeler CEG, qui crée un objet global qui est équivalent à window et je peux l'appeler avec this. Je crée une variable à l'intérieur, j'ai une création de ma pile et j'appelle ma variable. Et en fait, le code, vous voyez, c'est exécuté. Donc tout ce que j'ai indiqué est correct et c'est bien déroulé. Ensuite, je crée une première fonction. Et au bas de cette première fonction, c'est-à-dire une fois qu'elle est terminée, je rappelle que je me retrouve toujours dans mon CEG, toujours dans mon contexte d'exécution globale. C'est pour ça que j'ai rajouté cette phrase en bas qui permet de savoir si oui ou non mon code continue bien. Donc ma première fonction, c'est tout simplement la création d'une fonction, d'un nouveau contexte d'exécution, d'ajout sur la pile. Je crée une variable, je l'appelle et j'ai une fin de fonction et sa sortie de la pile. Il reste donc la pile du CEG et on le prouve ici. J'appelle ma première fonction. Et là, je retrouve exactement, alors bien sûr tout le début, la création du CEG, la création de ma fonction 1 qu'on vient de voir, et à la fin, une fois qu'elle est fermée, je retrouve mon CEG. Je vous laisserai faire des stops sur la vidéo. On va parler des fonctions imbriquées. Alors ça paraît compliqué, mais vous allez voir qu'en fait on a déjà tout vu, c'est simplement l'imbrication. J'ai mon fameux contexte d'exécution globale et sa pile, et là j'ai une première fonction. J'ai donc la création d'un contexte d'exécution pour cette fonction, j'ajoute sa feuille sur la pile, et là j'appelle une deuxième fonction à l'intérieur. Du coup, j'ouvre mon deuxième contexte d'exécution, j'ajoute sa feuille sur la pile, donc vous voyez qu'il est au-dessus de la fonction qui le contient. Forcément, ma deuxième fonction va se terminer avant la première, hein, forcément. Donc je détruis sa feuille sur la pile, je me retrouve avec le CEG et la feuille de la première fonction. J'ai une fin de première fonction, sa feuille est supprimée et je me retrouve donc dans le contexte d'exécution globale et je peux repartir comme ceci dans un cercle vertueux. Je vous l'ai mis en condensé, c'est exactement la même chose. Vous pouvez faire un arrêt sur la vidéo, vous verrez que c'est exactement la même chose, mais j'ai voulu vous le condenser pour des personnes qui auraient besoin de quelque chose de plus court. Voilà le code des fonctions imbriquées. Donc là, j'ai un peu modifié la fonction 1. Pourquoi? Parce que dans mon exemple, je vais appeler ma fonction 1 dans ma fonction 2. Et du coup, je dis que ma fonction 1 s'ajoute sur la pile au-dessus de la fonction qui la contient, c'est-à-dire au-dessus de la fonction 2, et qui est elle-même au-dessus de celle du CEG. Donc, si jamais elle n'était pas contenue dans une autre fonction, elle serait au-dessus de la pile, mais la fonction on crée la pile au fur et à mesure que les fonctions sont appelées et non pas dans l'ordre du code, cette fois-ci. Donc ma fonction 2, création de la fonction 2 qui appelle la fonction 1, création d'un nouveau contexte d'exécution fonction 2, la fonction 2 s'ajoute à la pile au-dessus de celle du CEG. Pourquoi? Car le contexte d'exécution s'ouvre au moment où une fonction est appelée, c'est ce que je viens de vous dire.
On ouvre un contexte d'exécution au moment de l'appel. Et la fonction 1 viendra s'ajouter au-dessus de la pile, au-dessus de la fonction, au-dessus du CEG et au-dessus de la fonction 2. J'appelle ici ma fonction 1, je crée voilà, j'appelle ma fonction 1, je crée une variable dans ma fonction 2, je l'appelle et je fais une fin de fonction 2, une sortie de pile. Et comme j'ai la fin de ma fonction 2, je me retrouve dans le CEG. Et voilà, je retrouve exactement tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire mon CEG. Cette fois-ci, c'est ma fonction 2 qui commence puisque c'est la première que j'appelle. Cette fonction 2, elle se fait ici avec... Alors, elle n'est pas terminée, hein, d'accord, puisqu'elle contient la fonction 1. Donc, à l'intérieur, j'ai la création de ma fonction 1 jusqu'à sa sortie de pile. Et j'ai la fin de ma fonction 2 jusqu'à la sortie de pile. Et je reprends le thread dans le contexte d'exécution globale. Voilà, donc quel était l'objectif de cette vidéo? C'était de vous permettre de mieux comprendre le processus d'exécution d'un code JS. N'hésitez pas à la reprendre parce que c'est une notion qui n'est pas si simple que ça. Le thread, c'est le fil d'exécution. On part du début jusqu'en bas. On n'a qu'un seul thread en JS, donc on expliquera plus tard à quoi servent les callbacks. On crée un contexte d'exécution par fonction et on a validé et illustré le fonctionnement des contextes d'exécution et on l'a démontré par le code. Et à quoi sert tout ça, hein? C'était pour donner un petit peu du sens. Eh bien, comme notre code contient des fonctions et des variables qui sont stockées en mémoire, on a besoin de savoir dans quel sens et comment tout ça va s'exécuter, donc c'est essentiel. C'est pour ça que je vous ai expliqué le processus d'exécution avec une analyse et une exécution des instructions du code par le moteur JavaScript, mais on a bien compris qu'en préalable, il faut avoir exécuté le HTML et le CSS. On rappelle l'intérêt enfin pas l'intérêt, mais le fait que JavaScript est un single thread, que du coup on a été obligé de trouver des solutions un petit peu pour le contourner, mais ça on en reparlera, c'est notamment le callback. Et on comprend désormais comment se fait une exécution de votre code, de la création de la fonction à la destruction de cette fonction. Et pour mieux écrire du code en JS, ces notions sont fondamentales. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'ajouter un pouce, de vous abonner. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Objectif Dev and App.